Bonjour Alain Juppé. Bonjour. C'est plutôt sympa de venir pour recevoir deux prix. Ça va être super. Donc, Je votre n'y attendais réaction? pas et je n'avais pas conscience de les mériter. Mais vous savez, dans la vie, il faut être patient. En 2007, j'étais le moins durable des ministres du développement durable, puisque ça n'a duré qu'un mois. Et maintenant, avec 10 ans de recul, je suis très heureux de recevoir ces deux prix et j'en remercie très chaleureusement les organisateurs. C'est vrai qu'à Bordeaux, la volonté politique existe, hein, et avec l'ensemble de mes équipes, Anne Valeric en particulier, nous nous sommes fortement engagés en faisant adopter notamment au mois de juillet dernier un plan d'action pour une ville durable à haute qualité de vie qui se fixe des objectifs très ambitieux. Cela dit, je suis modeste et avant d'être une ville à énergie positive, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire, donc ce prix sera une incitation à persévérer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contenu de ce plan? Vous avez effectivement, vous parlez de haute qualité de vie. Bordeaux, on le sait, a été rénové, est une ville magnifique, aujourd'hui attirante et attractive. Mais un des éléments de l'attractivité des métropoles, on en parle beaucoup dans la tribune, c'est aussi cet élément du climat, parce qu'on va vivre des changements, on ne sait pas très bien de quelle nature, il faut s'y préparer, c'est ce que vous faites. Donc comment, finalement, programmez-vous cette transition et ce chemin, et quelles sont un peu les grandes lignes de ce plan? Écoutez, ce n'est pas devant cet auditoire que j'ai besoin de rappeler que la menace est grave, qu'il s'agit de notre survie, de celle de la planète, de celle de l'humanité, de celle de nos enfants, plus concrètement. Et pas besoin non plus de rappeler l'urgence de se prendre par la main et d'agir à tous les niveaux, international, national, au niveau des gouvernements locaux, où il se passe beaucoup de choses. Alors dans ce plan d'action, 3 axes principaux. Premièrement, la transition énergétique avec un objectif ambitieux, 32% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Deuxièmement, la préservation des 50% du territoire de la métropole qui sont des territoires agricoles, sylvicoles, naturels. Donc nous sommes très attachés. Et troisièmement, la mobilisation de tous les acteurs, des communes qui nous entourent, mais aussi des citoyens. Je reviens sur la transition énergétique. Deux priorités. D'abord, la rénovation de l'habitat. Tous nos nouveaux bâtiments, toutes les nouvelles constructions sont à énergie positive, mais l'essentiel du patrimoine habité, c'est un patrimoine ancien. Et donc, nous nous sommes beaucoup engagés pour déclencher un processus de rénovation de cet habitat. C'est difficile. Tous les gouvernements successifs annoncent des chiffres faramineux. Nous nous sommes fixés, nous, un objectif de 9000 logements à rénover chaque année. Nous sommes à moins de 3000. Alors, on a mis en place 2 dispositifs pour être concret. D'abord, une plateforme qu'on appelle Marénov.fr, dans laquelle nous essayons de sensibiliser nos concitoyens, de leur donner des informations, de leur permettre de se retrouver dans le maquis des aides et d'avoir les bons interlocuteurs professionnels aussi. Cette plateforme marche très bien. Et deuxièmement, nous venons de mettre en place, en créant une société qui s'appelle Bordeaux Métropole Énergie, un système de tiers-financement des travaux de rénovation. Quand on vous dit rénover votre toiture, ça va vous coûter 5 000, 10 000 euros, et vous récupérez l'argent sur 10 ans, c'est difficile. Donc là, nous avons un tiers financeur qui avance le montant des travaux, qui se récupère ensuite sur la facture d'énergie. Donc c'est un dispositif qui commence juste et que nous espérons bien développer. Nous avons pour cela, et afin d'inciter aussi nos concitoyens à agir, fait une cartographie thermique de la ville, et on voit au-dessus des toits, les toits rouges, les toits bleus, les toits verts, ceux où il y a de fortes déperditions d'énergie pour inciter nos compatriotes à agir. Voilà donc le premier axe qui est celui de l'habitat. Le deuxième axe, c'est évidemment celui de la mobilité. Essayer de réduire la part des véhicules émetteurs non seulement de CO2, mais aussi de particules diverses et variées. Nous sommes assez bons là en matière de vélo, puisque vous avez cité le chiffre de 12%, mais je crois que dans la ville centre, c'est plutôt 16 que 12. Donc nous avons même été classés par une organisation de Copenhague comme la 6e ville cyclable la plus importante, la plus avancée du monde. Et nous continuons, parce qu'on a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. J'ai pris récemment une décision difficile qui a consisté à réserver le pont historique de Bordeaux, le principal pont de centre-ville, qu'on appelle le pont de Pierre, dû à Napoléon, au tramway, au bus, au vélo et aux piétons, en interdisant la circulation des véhicules individuels. J'ai commencé par une expérience de 6 mois, qui m'a valu évidemment beaucoup
de protestation de la part des commerçants, on nous asphyxie. Vous avez mieux compris à etc. Hidalgo, c'est ça? Oui, absolument. Et puis on a renouvelé l'expérience pendant 6 mois, et puis un beau jour, j'ai dit, bon, maintenant, ça y est, on arrête là, et on pérennise cette expérimentation. Résultat, nous avons aujourd'hui, quand il fait beau, à Bordeaux, c'est-à-dire 364 jours par an, nous avons 10 000 vélos sur le pont de Pierre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plus de personnes aujourd'hui qui franchissent le pont qu'avant. Lorsqu'on passait en voiture, d'abord c'était embouteillé, et évidemment ça n'incitait pas aux vélos, aux piétons. Et je le dis à mes commerçants, mais vous avez plus de clients potentiels puisqu'il y a plus de gens qui passent le pont. Donc voilà quelques-unes des choses que nous faisons, et nous avons encore évidemment beaucoup de progrès à faire dans beaucoup de domaines. Je faisais référence à Anne Hidalgo à propos des voies sur berge à Paris, bien sûr, mais Patrick Ollier, qui était là tout à l'heure, qui va installer une zone de faible émission qui va conduire à interdire la 86 aux fameuses vignettes critères 5 et bientôt 4, 3, 2, 1. Donc, prendre des décisions impopulaires quand on est le maire d'une grande ville, c'est une responsabilité par rapport aux générations futures, effectivement. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre l'opinion? Je sais ce qu'on pense dans la salle, quand est-ce qu'il va lui parler des gilets jaunes? Alors, je ne voulais pas vous faire parler des gilets jaunes, mais on voit bien qu'il faut embarquer avec soi les citoyens et peut-être les accompagner dans cette transition. Il faut savoir prendre des décisions impopulaires, mais pas trop. Donc tout est dans le dosage, dans l'explication, dans l'implication. Et évidemment, c'est parfois un petit peu compliqué. Bon, tous les élus qui sont ici sont évidemment impliqués dans le développement de ce qu'on appelle, le vocabulaire est très riche, la démocratie participative, la coélaboration, la co-construction. Je vais prendre un exemple, là je cherche des verges pour me faire battre, mais l'aménagement d'une place à Bordeaux, qui est la place Gambetta, qui est un peu polémique aujourd'hui. Ce projet, il a été co-construit par un collectif de riverains et de commerçants qui, pendant 2 ans, ont travaillé. Qu'est-ce qu'on va faire de cette place? Comment on va l'apaiser? Comment on va élargir les espaces réservés aux piétons? Comment on va restructurer l'espace planté au central? Les représentants du collectif ont siégé dans le jury qui a choisi l'architecte. Et aujourd'hui, ce projet, même s'il est contesté, je crois qu'il va aboutir parce qu'il y a une volonté populaire de le porter. Et je crois que c'est ça qu'il faut que nous trouvions. C'est relativement facile au niveau local. Comment transposer ces mécanismes de démocratie participative au niveau national? C'est un peu compliqué, on le voit aujourd'hui. Vous me faites un appel du pied, je suis obligé de faire un tout petit lien, mais vous allez voir, ce n'est pas pour vous parler directement, effectivement, de savoir comment ça va tourner. Vous avez connu à l'hiver 95 un mouvement qui n'avait rien à voir. C'était très différent en 95. En 95, j'avais face à moi des syndicats, la CGT, FO. Donc j'avais des interlocuteurs. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, bien sûr, compte tenu des caractéristiques de ce mouvement. Bon, je ne veux pas éluder la question qui se pose aujourd'hui. Moi, j'ai écouté le président de la République, c'était hier ou avant-hier, je ne me souviens plus. Hier matin. Mardi, oui. Ce qu'il dit sur la transition énergétique pour les 5 ou 10 ans qui viennent, c'est réaliste. C'est peut-être pas suffisamment ambitieux pour les plus ambitieux, mais ça me paraît réaliste. En revanche, l'articulation entre cette transition énergétique et puis l'acceptabilité par nos concitoyens sur le court terme, là, ça manque. Voilà. Alors on va voir s'il y a quelque chose qui se passe dans les 3 mois qui viennent, mais il y a urgence à accompagner cette transition de façon qu'elle soit acceptable par les plus faibles ou par ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Enfin, on connaît le problème, hein, que de se déplacer avec leur véhicule individuel. Voilà où on en est aujourd'hui. Absolument. Ce que j'ai compris du discours, c'est que Emmanuel Macron dit qu'il faut changer de méthode, il veut changer de méthode, il veut aller vers la concertation. Vous avez parlé du maquis des aides. Il demande, j'ai eu l'impression que c'était une petite pression vers Bercy, que ce fameux Haut Conseil essaye de mettre un peu d'ordre et peut-être de transparence dans ces aides que les gens n'utilisent pas. Peut-être c'est fait, vous avez connu Bercy, c'est peut-être fait pour que les gens ne les utilisent pas. C'est un peu ce que dit le président de la République. Est-ce qu'on pourrait améliorer, vous qui Parfois, c'est vrai. Le précédent président de la République nous avait annoncé un choc de simplification.
il n'a pas dépassé les limites du 5e, 6e, 7e et 8e arrondissement de Paris. Et il n'est pas arrivé dans nos territoires et dans nos provinces. Il y a un énorme travail à faire. Mais là aussi, il faut dire la vérité, parce qu'on est dans la contradiction permanente. Notre société se complexifie de plus en plus. Nous ne cessons de demander des réglementations supplémentaires, plus protectrices dans beaucoup de domaines. Je pourrais en citer des exemples. Et puis après, on proteste contre la complexité des réglementations. Donc là aussi, c'est une affaire de bon sens. Vous savez, il y a un mot en ce moment qui est très à la mode, c'est le mot de colère. La colère, il faut entendre la colère. Moi, j'aime pas la colère. Et je me réfère à un vieux dicton, la colère est mauvaise conseillère. Donc essayons de parler, de nous rassembler, de nous réunir, de nous concerter, de dialoguer, de trouver des solutions. Il y a un point sur lequel vous ne m'avez pas posé la question, mais tant pis, je me la pose à moi-même pour réagir sur le précédent débat, c'est la relation entre la métropole et les territoires dits périphériques. Et là, je voudrais aussi, alors peut-être à la lumière de mon territoire à moi, qui n'est pas le seul, il y a des cas où c'est différent, mais m'insurger contre cette idée que les métropoles assèchent les territoires. Ce n'est pas vrai. Nous les irriguons. Les métropoles ont intérêt à ce que les territoires périphériques sont en bonne santé et les territoires périphériques profitent de la dynamique de la métropole à condition qu'on fasse fonctionner les choses. Et je vais prendre un exemple d'un autre prix que j'ai reçu récemment qui m'a fait grand plaisir aussi, un prix Territoria. Nous avons lancé avec l'établissement public Bordeaux Air Atlantique qui s'occupe de la rénovation des quartiers autour de la gare de Bordeaux depuis l'arrivée de la LGV. Donc avec Bordeaux Air Atlantique et la ville d'Angoulême, nous avons lancé une consultation auprès des promoteurs pour leur demander un projet de construction sur un terrain à Bordeaux et un terrain à Angoulême, en même temps, le même projet. De façon, évidemment, vous voyez bien, à faire profiter Angoulême de l'attractivité de Bordeaux. Et bien ça a marché. Je crois que c'est un exemple de complémentarité entre les territoires. Je vais en prendre un deuxième exemple. J'étais récemment à Marmande. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Marmande. Marmande, c'est la tomate, notamment. Donc c'est un territoire où on produit beaucoup de fruits et légumes. Et le maire de Marmande me disait, j'ai constaté que les tomates de Marmande, pour arriver sur les marchés de Bordeaux, passent par Argis. Alors que Marmande est à 50 km de Bordeaux. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Donc là aussi, on est en train de mettre au point un circuit court entre ce territoire proche de Bordeaux, avec la communauté de communes qui s'appelle Val-de-Garonne, et la ville de Bordeaux. Vous voyez qu'à condition d'avoir ce souci de travailler ensemble, les métropoles et les territoires peuvent être complémentaires. Merci. J'allais vous poser la question de la fracture territoriale, mais vous y avez parfaitement répondu. J'ai une dernière question que vous ne vous posez pas vous-même, mais que nous nous posons. C'est Bordeaux 2050. Alors on est en 2018, dans 2 ans il y a les élections municipales. Est-ce que vous voyez l'horizon de 2020? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Merci d'avoir essayé, mais vous étiez condamné à l'échec. Moi pour l'instant je travaille, j'ai plein de choses à faire à Bordeaux. On verra le moment venu quel sera le dispositif pour les élections de 2020. Merci d'avoir évoqué 2050. On peut se dire que c'est absurde de réfléchir à ce que nos villes, et en particulier la mienne, sera en 2050, parce que tout change au jour le jour, presque d'heure en heure. Et pourtant, ça marche pas mal, parce que les gens ont envie de s'exprimer sur comment on va se déplacer. Regardez ce phénomène fantastique qui a explosé depuis 2 ans, qui est la trottinette. Oui, que vous avez interdit. Non, je n'ai pas du tout interdit la trottinette. Vous les réglementer. Non, c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, que je salue amicalement, qui interdit les trottinettes sur les trottoirs. Sauf que les trottinettes sont également interdites par le code de la route sur la chaussée. Donc il va falloir articuler un peu peut-être les deux règles. Vous ne pouvez pas partir sans nous donner votre solution. Attention, il faut trouver une solution. La solution, c'est de réformer le code de la route, naturellement. Donc voilà, comment on va se déplacer, comment on va habiter, comment on va se nourrir, comment on va se soigner. Est-ce qu'on ira toujours à l'hôpital ou est-ce que l'hôpital viendra chez vous? Et donc, l'objectif de cette consultation, ce n'était pas de faire venir des grands experts à chapeau de plume là, à Bordeaux, on en fera venir, c'était d'intéresser les gens. Et on a fait un camion, le camion du futur, qui va dans les communes de la métropole pour interpeller un peu les habitants, pour qu'ils puissent s'exprimer. On a fait aussi un serious game, vous connaissez mon allergie au franglais, mais enfin là, je n'ai pas trouvé la traduction, enfin un jeu sérieux, pour mobiliser un peu les gens, pour intéresser le maximum d'habitants. Voilà, donc je n'ai pas de réponse sur 2020, mais j'en aurai peut-être une sur 2050. Bien. Alain Juppé, merci beaucoup. Bravo encore pour ces prix. On me dit time out, mais encore une fois, bravo.